dernière étape de la Cro Race. Regardez ces images du départ fictif. Les coureurs sont déjà partis. Patrick Chassé, Kevin Reza et Christophe Riblon, eux, sont en place également. Messieurs, on vous retrouve donc pour vivre avec vous cette dernière étape et avec une question. Est-ce que l'étape du jour peut empêcher Jonas Vingegaard de remporter cette Cro Race? Merci Anne-Sophie. Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose et qu'on se pose encore davantage depuis les premières minutes de course. On avait effectivement au départ de cette étape un Matej Mohoric tout sourire. On a vu également un Vingegaard qui a pris le maillot rouge de leader. Ces deux hommes se tenaient ce matin avec 8 secondes de différence. 8 secondes, c'est également le retard du troisième du classement général, Oscar Onley, le Britannique de la formation DSM. Ce sont, on va dire, les trois coureurs qui peuvent encore espérer, bien sûr, s'imposer. Le vainqueur du tour sortant, Jonas Vingegaard, ayant quand même un avantage certain. Kevin Reza, Christophe Riblon, bonjour. Bonjour. On va vivre cette dernière étape qui, sur le papier, ne semble pas devoir nous réserver de grosses difficultés, parce que d'un point de vue topographique, eh bien écoutez, c'est celle qui offre le moins de dénivelé depuis le départ de cette épreuve. C'était mardi. On a vu une équipe Bahreïn qui a longtemps dominé les débats et qui finalement a perdu le maillot de leader hier, porté depuis le départ par Jonathan Milan, cet Italien qui avait remporté les deux premières étapes. Et on a longtemps pensé que l'équipe Bahreïn allait réussir à cependant conserver son bien avec Matej Mohoric. Finalement, Mohoric a trouvé son maître, en tout cas hier, vous l'avez ici à l'image. C'est Jonas Vingegaard qui a réussi à remporter hier, dans cette étape difficile, eh bien, c'est son deuxième succès d'étape, puisqu'il avait également remporté l'étape gravel le troisième jour. Ça se passe bien pour Vingegaard pour son retour à la compétition après sa victoire au mois de juillet sur les routes du Tour de France. Christophe Riblon, aujourd'hui, l'enjeu est-il réellement centré sur les bonifs, ou y a-t-il, en dehors des bonifications à prendre en cours de route, on va en parler dans un instant, mais y a-t-il en dehors des bonifications à prendre en cours de route d'autres, je dirais, d'autres inconnus et d'autres points clés dans cette étape? Honnêtement, quand on regarde le parcours, vous l'avez dit, c'est tout plat aujourd'hui, seulement sur le final. Sur le circuit final de Zagreb, on aura une toute petite bosse, 500 mètres à presque 7% de moyenne. Moi, ça me paraît trop peu pour vraiment renverser le classement général, hormis aller chercher les bonifications. Aujourd'hui, il y a 3 sprints intermédiaires, plus l'arrivée qui attribue des bonifications. Donc, à voir, mais non, juste sur le profil du jour, honnêtement, ça me paraît très compliqué de pouvoir renverser Vingegaard, d'autant plus qu'on se rappelle, il a remporté 2 victoires, arrivé en bosse sur des étapes difficiles, donc si on n'a pas réussi à le concurrencer sur ces étapes dures, je vois pas comment aujourd'hui sur une bosse de 600 mètres on peut se débarrasser de Vingegaard. Donc pour moi, il n'y a que les bonifications aujourd'hui qui peuvent renverser le classement général. Écoutez ce que disait ce matin au départ de l'étape Matej Mohoric, l'un des 2 gros challengers de Jonas Vingegaard avec Oscar Onley. Matej Mohoric de l'équipe Bahreïn Victorious, interrogé par Charles-Antoine Nora. Sur le papier, il y a encore une chance d'aller chercher le général, mais ça ne sera pas facile. J'ai besoin de 8 secondes, il faut que je passe en tête au sprint intermédiaire et que j'aille chercher l'étape. On verra. Mais on sait que vous êtes un coureur offensif et ce circuit compliqué en ville peut vous correspondre. Oui, je le pense aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être une belle étape à regarder. Une belle étape à regarder, évidemment. Quand on dit ça, c'est un peu ambigu, parce que si c'est bien à regarder, ça veut dire qu'il y a des choses à voir, des choses intéressantes. Même s'il ne semble pas y croire, ça mérite quand même qu'on y prête attention. Alors on est parti ce matin dans cette étape. Il était 10h50 lorsque le départ fictif a été donné. Et on avait donc dans cette première partie de course des sprints intermédiaires à disputer. Nous avons Charles-Antoine Nora qui a réalisé cette interview ce matin de Matej Mohoric en ligne. Il est en direct. Bonjour Charles-Antoine. Parlez-nous justement de ces premières minutes de course après le départ de cette étape.
Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a pu assister au premier sprint intermédiaire très important dans la course au classement général qui s'est disputé quelques kilomètres seulement après le départ. Ça a mis les coureurs du peloton dans le grand bain, en tout cas, surtout Jonas Vingegaard, puisque Jonathan Milan, comme vous pouvez le voir sur ces images, a fait un formidable travail pour son coéquipier Matej Mohoric qui a remporté ce sprint juste devant Oscar Onley. On connaît sa pointe de vitesse aussi. Jonathan Milan fait 3 et Jonas Vingegaard a passé la ligne en 4e position. Il n'a pas pris de points de bonification, de seconde de bonification. Et on l'a vu sur son visage, il avait le rictus des mauvais jours. Il s'est dit mince, j'ai une belle journée devant moi. Et là, ils me font la guerre d'entrée. Ça va être une longue journée. En tout cas, sur le vélo, c'est sûrement ce qu'il s'est dit parce que vu sa tête, ça faisait pas plaisir à voir. Là, la course, c'est un peu tassé évidemment avec l'échappée, mais ça promet du spectacle pour le final. Les DS de Bahreïn Victorious nous l'ont dit ce matin. Peut-être que Matej n'y croit pas. En tout cas, nous, on y croit et on a un plan. Ça promet du spectacle pour l'arrivée. Merci Charles-Antoine et merci également à Charlie Fort-Boursereau pour les images ici de nos envoyés spéciaux sur la ligne d'arrivée sur laquelle parviendront les coureurs tout à l'heure. Mais auparavant, on va suivre effectivement le peloton ici qui roule. Le 3e sprint vient d'être franchi en tête par Jacopo Mosca devant Danny Van Der Tuck et Timo Rosen. Vous l'aurez compris, ce sont des coureurs qui sont dans cette échappée du jour. On va en donner la composition dans quelques instants et qui se sont également disputés les bonifications lors du 2e sprint. Donc seul le premier sprint qui était situé juste après le départ de cette étape aura permis aux adversaires de Jonas Vingegaard de se rapprocher. Le podium se tenait en 8 secondes. Kevin Reza, il se tient désormais en 6 secondes. On a Matej Mohoric qui est à 5 secondes. On a Oscar Onley qui est à 6 secondes. Il y a des secondes qui pèsent cependant très lourd dans la balance quand il s'agit de la dernière étape. Maintenant qu'il n'y a plus de bonification à prendre, ça va être compliqué. Enfin si, vous allez me dire, il reste quand même des bonifications importantes à prendre, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est sûr qu'il reste 10 secondes à récupérer sur la ligne d'arrivée. Ça va être, les chances sont un peu plus minces pour Vingegaard. Mais bon, après, comme l'a dit Matej Mohoric, la dernière chance qui s'offre à lui, c'est d'aller chercher la victoire d'étape. Ou la 2e place. Parce qu'il est revenu à 5 secondes. Est-ce que Matej Mohoric Détroit est le plus rapide ? C'est la question qu'on peut se poser entre Vingegaard, entre Oscar Onley et le coureur de l'équipe Bahreïn Victorious. Oui, c'est une je pense c'est le plus rapide, mais après une victoire d'étape, je pense que tous les coureurs qui sont au départ sont intéressés par cette victoire. Donc il faudra compter aussi sur les autres hommes rapides de ce peloton. Après, le problème, c'est ça. Ça paraît compliqué. Exactement, le problème, c'est qu'ils vont pas arriver à 3. Le parcours n'est pas assez difficile et exigeant aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y aura d'autres sprinteurs qui vont venir se mêler à ce sprint. Donc, les bonifications, en tout cas, ne devraient pas être juste sur ces 3 coureurs. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. On a encore beaucoup de sprinteurs dans ce peloton et à n'en pas douter, ils seront là pour le final et ils veulent aussi, eux, jouer l'étape aujourd'hui. Alors, si vous voulez les reconnaître dans le peloton, Jonas Vingegaard, évidemment, a le maillot rouge de leader de la course. Là, vous voyez des maillots rouges, ce sont ceux de la formation Bahreïn Victorious, l'équipe de Matej Mohoric. Et puis donc avec le maillot bleu sur les épaules, eh bien c'est Jonathan Milan de l'équipe Bahreïn et non pas bien sûr Matej Mohoric, le leader du classement par points. Et n'est-ce pas la raison pour laquelle il a sprinté lui aussi, Jonathan Milan? Parce que quand on regarde le classement par points, on s'aperçoit qu'il est menacé. Alors lui, au classement général, il a perdu son maillot de leader, Jonathan Milan, et il a reculé de façon assez nette. Il était 15e ce matin au départ de l'étape à plus de 10 minutes. Mais si on regarde le classement par points, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, derrière Jonathan Milan, on a Matej Mohoric, on a Axel Laurens qui sont là, certes avec un retard de 24 points pour Mohoric et même de 29 points pour Axel Laurens. Attention, il y a 5 points à prendre sur chaque. Il y avait 5 points à prendre sur chaque bonif. On comprend qu'il ait fait le premier en tout cas. Ouais, mais je pense pas que ce soit pour ça. Honnêtement, non, je pense pas que ce soit pour ça. Je pense que c'était tout simplement pour emmener Matej Mohoric et pouvoir prendre les bonifications à Jonas Vingegaard. Ça a été parfaitement fait. Ils ont parfaitement manœuvré sur ce premier sprint. Et bien voilà, en tout cas, on vous a parlé de ce premier sprint, des conséquences qu'il a. Un podium qui se tient en 6 secondes. Pour l'instant, rien n'est joué dans ce Tour de Croatie. On tourne une page de publicité. On se retrouve évidemment pour vivre les 50 derniers kilomètres de course.
peloton en poursuite derrière 5 coureurs échappés aujourd'hui. Un peloton emmené non pas par l'équipe du leader de la formation Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard, mais par l'équipe Bahreïn Victorious. Décidément, qu'ils aient le maillot ou qu'ils ne l'aient plus, on leur a dit quand même qu'ils n'avaient plus le maillot de leader, hein. Eh bien, ils régentent le peloton, et ce, depuis le premier jour. Ça vous épatait un peu, Kevin Reza, finalement, de voir cette équipe aussi active à nouveau aujourd'hui? Exactement, on les a vus tous les jours à l'offensive, et puis là encore belote. C'est une équipe qui a des ambitions, même sur une course un peu moindre par rapport à d'autres. Ça prouve que voilà, l'année n'est pas encore finie, il y a encore des belles victoires à aller chercher, et ils sont motivés pour ça. Bon, alors maintenant, il y a aussi l'aspect tactique, Christophe Riblon. Il faut de toute façon prendre l'initiative, parce que c'est vrai que si cette échappée allait au bout, ça ne ferait pas, enfin si elle allait au bout, en tout cas si si elle allait au bout, elle ne poserait pas de problème évidemment au leader de la course, puisque les coureurs qui sont échappés devant ne sont pas dangereux au classement général. Je vous passe la parole, Christophe, mais on va quand même citer les noms, on les a vus s'afficher, les noms des coureurs qui sont à l'avant de la course. Nous avons Alexander Cataford de l'équipe Israël Première Tech, Timo Rosen, un coéquipier de Jonas Vingegaard, Jacopo Mosca de l'équipe Trek Segafredo, qui a d'ailleurs au passage pris les bonifications à prendre en cours de route après le premier sprint intermédiaire qui a été remporté par Mohoric. Nous avons également Alex Martin de l'équipe Eolo Cometa et Danny van der Tuck de la formation Kern Pharma. Je regardais, le coureur le mieux placé parmi ces 5-là est à pratiquement 14 minutes, c'est Jacopo Mosca. Donc effectivement, cette échappée, Christophe, fait vraiment les affaires de l'équipe Jumbo-Visma. Ouais, fait vraiment ses affaires. Pour Vingegaard, bien sûr, il n'y a aucun problème au classement général. En plus, on peut bénéficier d'avoir un coureur devant. Donc avoir un coureur devant, alors c'est pas pour contrôler l'échappée, hein, mais je pense même que ça peut même donner une impulsion supplémentaire à l'échappée, parce que Timo Rosen devant, lui, a juste un intérêt, c'est de faire perdurer au maximum cette échappée pour justement épuiser l'équipe Bahreïn derrière. Donc avoir un équipier devant à ce moment-là, c'est quand même hyper intéressant. Et effectivement, ouais, c'est pour ça qu'on voit l'équipe Bahreïn rouler. Son seul salut à l'équipe Bahreïn aujourd'hui, c'était d'aller chercher le premier sprint bonification, et Mohoric l'a remporté. Donc il revient à 5 secondes au classement général de Jonas Vingegaard. Et maintenant, c'est d'aller se disputer la victoire, aller chercher soit la première place, soit la deuxième place, parce qu'on le rappelle, à l'arrivée, il y a 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes. Donc tout est encore possible pour Mohoric, mais il faut d'abord aller récupérer les 5 hommes de tête. Alors ce qui nous a surpris aussi, c'est de constater finalement que dans cette échappée aujourd'hui, là c'est la tête du peloton que vous apercevez, mais dans l'échappée devant, les 5 coureurs représentent soit des World Teams, soit des Pro Teams. Il n'y a pas d'équipe Conti à l'avant de la course. C'est un hasard ou c'est parce que selon vous ça a bataillé et elles n'ont pas pu accrocher le bon vallon? Non, ça a dû batailler, et puis même on les a vus depuis le début de semaine aux avant-postes, et je pense que la fatigue se fait déjà ressentir, et par rapport au World Tour, elles ont l'habitude d'accumuler les jours de course, et ça peut faire la différence ce dimanche. Ouais, puis il y a 2 équipes quand même qui doivent un peu sauver leur Tour de Croatie, l'équipe Israël Première Tech et l'équipe Trek Segafredo n'ont plus personne au classement général. Alors je dirais pas que c'est des équipes qui ont été inexistantes, mais en tout cas on les a très peu vues quand même, aussi bien dans les classements que actifs dans la course. Donc voilà, c'est aussi logique de les retrouver à l'avant, mais c'est aussi surtout dû à, je pense, un gros début de course. Déjà, il y a eu ce sprint bonif au bout de 3 km 500. Et après, il y a certainement dû y avoir une belle bagarre pour prendre cette échappée. C'est ce qui explique la qualité des coureurs à l'avant. Oui, parce que si on regarde finalement les étapes, pour l'instant, il y en a eu 5 qui ont été disputées. L'équipe Bahreïn Victorious s'est taillée d'abord la part du lion, puisqu'elle a empoché les 2 premières étapes avec Jonathan Milan. Jonas Vingegaard et l'équipe Jumbo-Visma ont remporté 2 autres étapes, on va dire les 2 étapes les plus difficiles. Axel Laurence pour la formation BNB Hotel KTM a remporté cette belle étape à Krivnica, c'était avant-hier. Et puis après, en ce qui concerne les maillots, alors oui, Jonathan Milan, il a le classement par points pour l'instant sur ce maillot qui devrait rester sur ses épaules. On a également Oscar Only pour l'équipe DSM qui est placé au général, on l'a dit, un 3e, et qui a le maillot de meilleur jeune sur les épaules. La meilleure équipe, enfin ça je pense que ça leur fait une belle jambe, c'est l'équipe Ineos Grenadiers. Et puis n'oublions pas Alexis Guérin qui a lui endossé le maillot de la montagne.
Alexis Guérin qui porte donc le maillot vert. Attention, Alexis Guérin, il a fait quand même, il a fait de gros efforts tout au long de ce Tour de Croatie. Il a 50 points alors que ses suivants immédiats, Oscar Onley et Jonas Vingegaard, ont respectivement 26 et 22 points. Charles-Antoine Nora l'a rencontré ce matin au départ de l'étape en compagnie de Charlie Fort-Boursereau. Écoutez justement l'état d'esprit du meilleur grimpeur, le français de l'équipe Vorarlberg. Aujourd'hui, on va profiter du maillot et passer une bonne journée. Je pense que ça va être une journée assez rapide parce que le général, il est loin de jouer, donc ça va se jouer à la bonif et avec l'arrivée, sachant que Vingegaard, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas bon au sprint, enfin pas bon, c'est pas un sprinter, et que Mohoric est assez rapide, donc il va y avoir les bonifs à jouer. Si moi, dans le final, j'ai une porte qui s'ouvre, je suis un coureur qui a du panache et qui aime gagner, donc si la porte s'ouvre, je vais essayer. Je ne suis pas sûr d'être le coureur qui viendront chercher, donc on essaiera et on verra ce que ça donne. Voilà Alexis Guérin, vainqueur d'une étape sur le Zaska Tour, une course par étape disputée en République tchèque. C'était au cours de l'été. Et coureur offensif que l'on a vu également sur ces routes du Tour de Croatie. Il a fait allusion à ce classement général qui pour lui n'est pas joué. Bon, c'est son sentiment, tout le monde peut avoir son avis. On savait que ces bonifications allaient jouer un rôle important. Est-ce qu'on a eu tort finalement de laisser partir, alors je ne sais pas si on l'a laissé partir, si le terme est exact, mais est-ce que finalement Mohoric n'a pas tout perdu en voyant cette échappée finalement partir alors qu'il y avait autant quand même pas mal de bonifs à prendre sur la première moitié d'étape? Après, on pourra pas, ils peuvent pas tout contrôler non plus. Là, ils ont pris l'essentiel en remportant le premier sprint intermédiaire qui était en début d'étape. Voilà, ils sont maintenant focus sur l'arrivée. Contrôler la course au long de 6 km, c'est compliqué. C'est voir comment se disputer le sprint final, c'est plus important pour eux. À voir comment ils vont s'y prendre. S'ils veulent vraiment l'emporter, il faudra vraiment qu'ils la jouent fine. Oui, et puis attention, parce que là on spécule sur un sprint final. Pourquoi pas? Effectivement, le parcours est relativement, est roulant. Il y a quand même quelques petites bosses dans le final. Est-ce que ça ne peut pas convenir à un puncher malgré tout? On est allé poser la question au départ de cette étape précisément à un sprinter. Un sprinter qui a souvent une belle lecture de la course, même s'il n'est plus à son meilleur niveau. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Elia Viviani. Elia Viviani, interrogé par Charles-Antoine Nora, toujours avec les images de Charlie Fort-Boursereau. On a vu des vidéos de l'arrivée de l'année dernière. Ce ne sera pas un sprint massif classique avec ces deux bosses courtes à passer. En ce qui nous concerne, on va évidemment essayer de jouer la gagne en étant dans le premier groupe. Le positionnement sera la clé aujourd'hui. On a été proche de la victoire une fois. J'ai vraiment envie d'aller en chercher une. Ça fait longtemps pour moi. Je suis motivé pour finir cette saison sur une belle note. Et bien voilà, vous venez d'entendre Elia Viviani, il espère un sprint, mais il se souvient quand même que l'an passé, 3 hommes avaient réussi à anticiper sur le sprint final. On avait notamment Steven Williams qui avait finalement remporté le classement final. Williams qui était vraiment impressionnant l'année dernière pour cette même équipe Bahreïn Victorious, et il était échappé en compagnie de Marcus Holgaard de l'équipe Uno X et de Tim Van Dijk. Tim Van Dijk, le néerlandais de la formation Jumbo-Visma, qui d'ailleurs s'était imposé dans cette dernière étape. C'était un sacré numéro qu'il nous avait fait, puisque les 3 premiers de cette étape qui s'était échappé, qui avait fait cette cassure, pas grand chose, il y avait 5 secondes sur la ligne, et bien étaient précisément les 3 qui se disputaient le classement final. On avait retrouvé Williams sur la plus haute marche du Tour de Croatie devant Marcus Holgaard et Mick Van Dijk. Et on avait Alexis Guérin d'ailleurs l'année dernière qui avait fait top 10, me rappelle Kevin Reza. Qui connaît bien le final. Et qui connaît bien le final lui aussi. Alors, pour revenir au propos d'Elia Viviani, Christophe Riblon, vous pensez qu'on peut assister à un scénario comparable à celui de l'année dernière, une petite cassure sur la ligne d'arrivée qui peut avoir beaucoup d'importance d'un point de vue chronométrique? S'il y a une cassure, elle aura obligatoirement beaucoup d'importance. Après, honnêtement, je pense pas que Vingegaard va se faire piéger. La bosse n'est pas assez longue. Les routes sont relativement larges. Au vu de ce qu'il nous a montré depuis le début de la semaine, ce sera pour moi compliqué de le mettre en difficulté. Après,
l'avantage pour Moritz, c'est qu'il n'est pas spécialement obligé de distancer Vingegaard. Il a entre guillemets juste à aller prendre les bonifications à l'arrivée. Donc voilà, voir sur quel tableau on va jouer. Moi j'ai quand même l'impression que du côté de l'équipe Bahreïn, on veut absolument privilégier Moritz aujourd'hui et pas spécialement Milan. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur le premier sprint intermédiaire, c'est ce qu'on voit un petit peu sur les images depuis tout à l'heure. C'est Moritz qui est le plus abrité, qui est en dernière position du train de la Bahreïn. Donc voilà, je suis pas persuadé, même si peut-être Moritz va essayer, mais je suis pas persuadé que la stratégie est spécialement de vouloir attaquer dans cette bosse. Elle n'est pas assez dure. L'objectif est plus de rester groupé avec notamment Milan qui pourrait emmener le sprint pour Moritz pour tenter d'aller chercher la première ou la deuxième place de l'étape. Bon, c'est là que je me tourne vers Kevin Reza, parce que forcément j'attends la contradiction. Mais comme je suis pas sûr qu'il l'apporte à son camarade... Vous allez le faire, c'est ça, non? Est-ce que Vingegaard a vraiment l'équipe pour contrôler la course? On voit qu'aujourd'hui il ne contrôle pas, il laisse faire l'équipe pour des raisons que l'on a évoquées. Mais est-ce que dans le final on ne sera pas débordé pour Vingegaard et ses équipiers? Rappelons qu'il y a un homme de cette équipe qui est aux avant-postes. Timo Rosen s'est glissé dans cette échappée aujourd'hui. Ah, mais débordé par rapport à quoi? Il n'y a pas de code, de difficulté qui peuvent faire la différence. Jumbo-Visma, même s'ils étaient mal représentés hier, ça reste quand même une équipe de première division, de renom, l'une des meilleures équipes du monde. Je pense pas qu'ils peuvent se faire déborder et se faire dépasser par la concurrence. De fait, si on ne les fait pas travailler, enfin s'ils n'ont pas travaillé pendant cette étape, parce qu'ils ont placé un homme devant, parce que cette échappée fait leurs affaires, ils auront des ressources pour le final. Là aujourd'hui c'est la dernière étape. On les a pas vus travailler de toute la semaine. Ils ont vraiment bien calculé leur coup. Ils ont un homme à l'avant. La situation, tout est sous contrôle pour eux pour le moment. Je pense pas qu'ils peuvent produire des erreurs dans le final. Ouais, puis autant hier on a vu Vingegaard un peu esselé sur le final parce que l'étape était extrêmement difficile. Aujourd'hui l'étape est relativement plus simple et puis il a surtout des bons rouleurs quand même avec lui. Jos van Emden, Leimreise, Hofstede. Voilà des coureurs. Alors Timo Rosen aussi c'est un bon rouleur, mais là il est devant donc il sera peut-être un peu émoussé sur le final. Koen Bouwman, il roule un peu moins vite, mais honnêtement avec tous les efforts que l'équipe Bahreïn a consenti aujourd'hui, que l'équipe Bahreïn a consenti depuis le début de la semaine, je ne suis pas sûr que collectivement on ait la capacité de pouvoir renverser à la pédale Jonas Vingegaard et l'équipe Jumbo-Visma. Allez, on est à l'arrière du peloton. On a aperçu tout à l'heure Vedat Karic, le champion de Bosnie-Herzégovine, qui saluait les siens très certainement par l'intermédiaire de cette caméra de télévision qui se trouve au sein du peloton. On aperçoit Alexis Guérin avec son maillot vert de leader du Grand Prix de la montagne. Le champion de Croatie également avec le dossard 173, Carlo Jurisevic. Et ça n'a pas changé. Devant, ce sont toujours les coureurs de l'équipe Bahreïn. Ce qui a changé, c'est l'écart. Désormais, apparemment, moins d'une minute d'avance, l'écart passe sous la minute. Alors qu'il reste encore 36 km à couvrir. On est loin de l'arrivée, mais on revient assez vite sur les coureurs qui sont actuellement échappés. Jonas Vingegaard est en train de suivre le sillage de Koen Bouwman pour se replacer après avoir satisfait un besoin naturel. Voilà, il vient se replacer dans la file de ses équipiers. Assez haut, vous le voyez dans ce peloton emmené par l'équipe Bahreïn Victorious. Les trains des équipes sont déjà composés, puisque derrière la Jumbo-Visma, vous voyez l'équipe DSM avec le maillot blanc Oscar Only, le meilleur jeune qui, rappelons-le, appartient à une équipe développement, l'équipe DSM développement. Il n'est pas dans l'équipe première. Et justement à ce propos, écoutez ce qu'il disait ce matin à Charles-Antoine Neurat. Charles-Antoine Neurat et Charlie Fort-Boursereau concernant ses perspectives d'avenir. Lui qui appartient à cette équipe et qui a déjà signé pour l'année prochaine. J'ai déjà un contrat pour l'an prochain, toujours dans l'équipe développement. Le plan est de faire grosso modo le même modèle de saison que cette année. Je pense que pour ma progression générale et future, c'est la bonne chose à faire. Je sens que je peux encore bénéficier d'une année dans la catégorie espoir. Vous sentez que vous avez encore besoin de temps avant de passer chez les pros ?
Oui, après je pense que j'ai les capacités tout de même de passer pro l'année prochaine, mais ce que je voudrais c'est intégrer le World Tour à mon meilleur niveau et je sens que je ne le suis pas encore. J'ai besoin d'engranger de l'expérience, d'être confronté à plusieurs scénarios de course que l'on voit en espoir, ainsi je serai un coureur plus complet dans les prochaines années. Alors là, quand même, ce que vous venez d'entendre est assez, je trouve, assez éloquent sur la sagesse de ce jeune coureur. Jadis, on avait surtout hâte de passer professionnel. On ne cherchait pas forcément à rester longtemps dans les rangs. Alors, ce ne sont pas tout à fait les rangs amateurs. La preuve, c'est qu'il dispute une course et même la victoire au vainqueur du Tour de France sortant. Néanmoins, on voit qu'il n'est pas non plus, il n'a pas envie de brûler les étapes. Ça vous inspire quoi, Kevin Reza? Non, il a la tête sur les épaules. Hein. Il sait ce qu'il veut. Il sait quelle ligne directrice suivre. Voilà, il prend son temps. Il connaît ses capacités physiques. Il n'est pas pressé. Je pense qu'il est très bien entouré par rapport à son suivi chez les pros. Et il est dans une très bonne équipe pour suivre sa progression. Alors Christophe Riblon, c'est un peu ce qu'on disait hier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie stratégie, j'allais dire une stratégie de groupe, au sens presque industriel du terme, c'est-à-dire qu'une World Team peut compter de plus en plus souvent maintenant, et ça va aller en s'accentuant, sur une équipe réserve. On porte le même maillot. On court simplement évidemment dans des courses réservées le plus souvent aux espoirs. De temps en temps on monte, on accède à l'échelon supérieur, mais tout cela n'est pas du tout improvisé. Tout cela fait partie d'une véritable préparation, d'un apprentissage en quelque sorte. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que dans ces équipes développement, alors on est là pour promouvoir les jeunes, pour promouvoir la formation, pour les détecter, pour les accompagner. Mais après, oui, il y a un vrai plan de carrière. Il y a un vrai plan de carrière, notamment sur les saisons, sur savoir à quel moment on va aller les faire courir avec l'équipe première. Et c'est un peu ce qu'on voit avec Oscar Onley là, qui est en train de faire une grosse fin de saison. Oscar Onley qui, on l'avait vu la semaine dernière, il me semble, sur le Tour du Luxembourg, ou c'était au Tour de Grande-Bretagne. Non, c'était au Luxembourg. C'était au Luxembourg, on l'avait déjà vu avec l'équipe première, donc il y a un vrai plan de progression. Pardon, autant pour moi, vous voyez, j'ai bien fait de vérifier, c'était sur le Tour de Grande-Bretagne. Voilà, donc c'était au Grande-Bretagne, donc il y a un vrai plan de progression, un vrai plan de marche pour que ces coureurs aient une montée en puissance dans leur équipe développement, et puis qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans l'équipe World Tour à leur meilleur niveau. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Oscar Onley là, qui rivalise avec Jonas Vingegaard. Honnêtement, pour moi, c'est la révélation de ce Tour de Croatie, de cette fin de saison. Même un coureur aussi jeune, il aura 20 ans le 13 octobre. Donc il n'a même pas encore 20 ans. Donc voilà une équipe DSM qui, on l'a déjà vu par le passé, mais qui fait une très bonne détection, un très bon recrutement, et qui surtout sait très bien gérer la condition physique de ces jeunes coureurs pour les mettre en avant dès qu'ils montent dans l'équipe World Tour. Et puisque l'on parle justement des jeunes coureurs et de cette catégorie espoir, de ces équipes réserves, comment ne pas faire également un parallèle avec une autre course qui se déroule actuellement sur le sol français, qui d'année en année prend d'ailleurs, même si c'est une course ancienne, qui d'année en année prend de plus en plus d'importance, la Ronde de l'Isard. La Ronde de l'Isard, elle est apparue la première fois en 1986 et vous le voyez, bien aujourd'hui elle rassemble les principaux espoirs. Et on a vu, ça ce sont des images de vendredi, des images tournées d'ailleurs par Nicolas Lotte. On a vu la victoire de Lenny Martinez qui a remporté sa première victoire en montagne cette année, dans une étape, je dis bien, parce qu'il avait remporté le Tour du Val d'Aoste auparavant, une épreuve que plus aucun Français n'avait gagné depuis Thibaut Pinot. Et il y avait également un autre coureur de cette équipe Conti qui a particulièrement brillé. C'était lors de l'étape d'hier. Alors avant-hier c'était Guzeneige, hier c'était Goulier-Neige, et on a vu ici l'Irlandais Archie Ryan s'imposer, grand grimpeur en devenir, devant Johannes Stone Mittet et Fernando
Tessera de l'équipe Eolo Kometa, doublé de l'équipe Jumbo-Visma. Au classement général, Archie Ryan n'est pas le leader, non. Le leader, c'est Johannes Stone-Mittet avant la dernière étape qui a lieu aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez eu l'autre coureur de l'équipe Conti Groupama FDJ. C'est tout simplement l'Australien Robin Thompson qui occupe pour l'instant, le Néo-Zélandais, pardon, Robin Thompson, qui occupe la deuxième place de ce classement général devant son coéquipier Enzo Paleni. Voilà donc en ce qui concerne le point sur cette ronde de l'Isère qui se déroule sur un parcours beaucoup plus montagneux que le Tour de Croatie. C'est pas inconciliable, hein, c'est-à-dire qu'on voit des espoirs parfois dans une course comme ici, une course de classe 1 avec des coureurs de renom s'aguerrir. D'autres font une course réservée aux espoirs comme c'est le cas actuellement de la ronde de l'Isère. Mais ça peut être les mêmes. Demain ou hier plus exactement, Lenny Martinez qui a gagné une étape avant-hier peut se retrouver sur une course professionnelle. On va lui demander effectivement de venir s'aguerrir. On va même lui fixer ce rendez-vous. Et vous vous souvenez peut-être, on avait eu l'occasion de voir chez les pros Lenny Martinez. La première fois c'était sur le Tour des Alpes qu'on avait eu le plaisir de vous retransmettre, ce Tour des Alpes remporté par Romain Bardet, mais où il avait fait l'équipier de Thibaut Pinot et de Michael Storer. Et puis on l'a vu également sur la Mercantour Classique, une autre course professionnelle. Lenny Martinez, qui lui ne restera pas dans la Conti, comme bon nombre d'ailleurs des coureurs de la Conti Groupama FDJ. Mais les équipes qui ont une équipe développement, enfin, les équipes World Tour qui ont une équipe développement chez les jeunes ont un sacré avantage par rapport aux autres équipes qui n'en ont pas. Ils peuvent prendre leurs coureurs durant toute l'année et avoir en gros des stagiaires pour les tester au fil des courses plus ou moins importantes pour eux et les faire signer l'année d'après. Mais ça c'est pas donné à toutes les équipes et pour moi, c'est un avantage de pouvoir tester les jeunes coureurs et de les faire progresser, de les faire patienter aussi pour les faire monter l'année d'après. Alors, là, on est quand même, en ce qui concerne d'ailleurs l'équipe Groupama FDJ, sur un transfert, enfin une période de transfert totalement inédite, puisque pas moins de 6 coureurs, je crois, non plus que ça, vont venir renforcer les rangs de l'équipe première. Lenny Martinez en fait partie, Romain Grégoire en fait partie, Robin Thompson, deuxième de la ronde de l'Isère pour l'instant en fait partie, Enzo Paleni, troisième de la ronde de l'Isère en fait également partie, il y a Sam Watson également, il y a Lorenzo Germani qui est lui aussi sur la ronde de l'Isère. Bref, il y a quand même, enfin c'est fou de faire passer autant de coureurs d'un seul coup de l'équipe réserve à l'équipe espoir. C'est une fin d'une ère, hein. On fait confiance à la jeunesse. Là on arrive sur une saison un peu particulière qui met l'arrêt sur le World Tour et la montée et descente de certaines équipes et on en profite du côté de Groupama FDJ de faire progresser les jeunes et de leur faire confiance pour les 3 ans à venir. C'est surtout qu'ils ont une grosse génération aussi, hein. Malheureusement, ça marche trop bien, j'ai envie de dire, pour la Groupama FDJ. C'est pas non, c'est eux, ils l'appellent Continental, ils l'appellent pas développement. Mais ça marche presque trop bien parce que leur détection, leur formation est tellement bonne qu'ils ont quasiment, enfin ils ont en tout cas les meilleurs espoirs. Alors pas tous les meilleurs, mais en tout cas une grosse partie. Et le problème, c'est toujours le problème, c'est que quand on mise comme ça sur la formation et qu'on a que des bons, bah si on les garde pas, ils vont aller ailleurs. Donc on est un peu obligé de les faire passer. C'est ce que je veux pas dire qu'on est obligé parce qu'on dirait, enfin ça paraîtrait un peu péjoratif pour les jeunes qui passent, mais en tout cas ça paraît logique. Ça fait quand même plusieurs années que cette équipe continentale Groupama FDJ existe. Donc le travail paye au fur et à mesure des années. On est de plus en plus pointu sur la détection et sur les coureurs qu'on veut recruter. Et ben là cette année ils en font passer 8. Et ben voilà, ça fait beaucoup. Il va y avoir du ménage dans l'équipe World Tour parce qu'on va pas pouvoir garder tout le monde, mais c'est la juste continuité des choses et du travail. Mais c'est aussi surtout ça, c'est que si on les prend pas, ils vont aller ailleurs. Et du coup, ça va devenir nos adversaires. On a formé des jeunes pour qu'ils deviennent adversaires dans une autre équipe. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que Patrick Lefebvre en Belgique, qui avait créé lui aussi, d'une certaine façon avant tout le monde, une équipe réserve, l'équipe Ethics, avait renoncé en disant... Il était arrivé peut-être un peu trop tôt aussi, Lefebvre, avec son équipe. Alors que
vous avez raison. Alors que désormais, on sent bien que la tendance est prise. C'était à l'origine d'ailleurs une volonté de l'Union cycliste internationale. Ça n'a pas pris au départ. Les équipes étaient même un petit peu réservées, c'est le cas de le dire, sur cette évolution. Parce que ça a impliqué évidemment des coûts supplémentaires et pas anodins. Mais on voit bien maintenant, et si vous prenez cette belle épreuve de la Ronde de l'Isard, on salue d'ailleurs l'équipe d'organisation et Guy Sens, son organisateur, c'est la 45e édition. Donc imaginez un petit peu pour organiser une course espoir, un peu l'abnégation et la volonté qu'il faut mettre dans ce projet. Eh bien oui, on voit sur cette course qu'il y a pratiquement les mêmes maillots que l'on voit ici à l'image, des maillots d'équipe pro, parce que les maillots sont les mêmes que dans l'équipe pro. Jumbo-Visma, son équipe réserve, c'est le même maillot. La Conti Groupama FDJ a le même maillot que l'équipe première. Et DSM, c'est première. Et Total Energy, rappelez-vous, l'équipe le fameux cœur vendéen sur le maillot rouge et blanc du Vendée-U a disparu. On est devenu évidemment plus pragmatique et on porte les mêmes couleurs que l'équipe professionnelle désormais. Les mêmes couleurs et la marque également Total Energy, parce que voilà, c'est un petit peu le sens de l'histoire. C'est d'une certaine façon la prolongation de l'équipe première désormais. Il n'y a plus vraiment un club réserve, il y a vraiment une équipe qui est en fait la filiale à 100% de la World Team ou de la Pro Team. Avec même, là on parle des coureurs qui peuvent bénéficier de courir, soit de monter dans l'équipe première de temps en temps, soit ceux de l'équipe première de descendre, mais même au niveau du staff, et on le voit avec Boris Zimin dans l'équipe DSM, qui est le directeur sportif sur cette course avec l'équipe World Tour, alors que le reste de l'année il est directeur sportif pour l'équipe développement chez DSM. Donc voilà, même dans le staff il y a ces échanges aussi là pour tout simplement pour bénéficier au plus grand nombre, et puis surtout pour intégrer au maximum l'équipe développement avec l'équipe première. C'est comme vous le disiez, c'est la continuité, c'est vraiment là où aujourd'hui le cyclisme a évolué, c'est que c'est la même entité, tout le monde fait partie de la même équipe et bénéficie du même staff et du même traitement. Alors on va suivre la dernière étape et la fin de cette dernière étape du Tour de Croatie, mais je refermerai cette discussion sur les jeunes espoirs en vous donnant rendez-vous demain. Alors d'abord parce que demain il y a du vélo à nouveau, le Tour de Croatie est terminé, mais on aura le Tour de Münster disputé en Allemagne en compagnie de Cédric Pinault qui sera avec nous pour commenter cette épreuve, avec vous également Christophe Riblon. Et on aura l'occasion d'ailleurs de vous montrer les images de cette étape aujourd'hui, qui est la dernière étape de la Ronde de l'Isard, qui se termine donc aujourd'hui. On verra, c'est encore une étape de montagne pour revenir à Saint-Giron. C'est pas une arrivée en altitude comme les 2 derniers jours. Normalement donc ça ne devrait pas poser de problème à l'actuel leader, le Norvégien Johannes Stone-Mittet, qui est un coureur, à l'instar de Only, qui est un coureur de grand talent, 2e du Tour de l'Avenir. Il est en train de gagner la Ronde de l'Isard et il restera lui aussi dans l'équipe réserve de Jumbo-Visma la saison prochaine. Il a d'ores et déjà signé à partir de 2024 jusqu'en 2026 avec l'équipe Jumbo-Visma. Je peux vous dire que lui, son plan de carrière, il est déjà bien ficelé. Les 25 derniers kilomètres de course en ce qui concerne ce Tour de la Croatie, avec toujours nos 5 coureurs échappés. Derrière, c'est la formation Bahrain Victorious qui roule, mais on n'a pas encore tout à fait rejoint les coureurs échappés, même si l'issue de cette échappée ne fait pas beaucoup de doutes. Devant, on a donc Timo Rosen, ici avec le dossard 34. Juste devant lui, c'est le coureur de l'équipe Kern Pharma, c'était Danny van der Tuck, le néerlandais. Le canadien Alexander Castafor de l'équipe Catafor, pas la Castafiore, c'est autre chose, de l'équipe Israël Première Tech. Et puis on a également dans cette échappée Jacopo Mosca, l'italien de la formation Trek Segafredo, et enfin l'espagnol Alex Martin de l'équipe Eolo Cometa. Et on est en train de rejoindre Zagreb, la capitale de la Croatie, terme de cette semaine de course. Zagreb qui se trouve au nord-ouest du pays, que la course n'a pas encore visité. La première étape, on était parti de l'est de la Croatie.
avant de se rendre ensuite sur le littoral de l'Adriatique, en Dalmatie, en Istrie, hier. Et donc, on a quitté le littoral, cette fois-ci, pour rejoindre la capitale de la Croatie. On est à peu près à 170 km de la côte adriatique. Zagreb qui a été construite au pied du massif de la Medvenica. À noter quand même qu'on avait des conditions idéales aujourd'hui pour faire du vélo. 23 degrés température maximale enregistrée sur la route de ce Tour de Croatie. Allez, gros plan sur Jonas Vingegaard qui aura réussi son retour à la compétition. Ça, c'est indéniable, quel que soit le classement final. Il a le maillot de leader. Il doit parachever maintenant cette semaine de course par une victoire. S'il fait son retour à la compétition avec 2 étapes remportées et une victoire au classement final, eh bien, il aura parfaitement réussi son objectif. Matej Mohoric est juste devant lui. En fait, il ne doit plus quitter la roue de son principal adversaire. C'est Matej Mohoric le principal adversaire parce que Mohoric a 1 seconde d'avance désormais sur Oscar Onley par le jeu des bonifications tout à l'heure en tout début d'étape. Mais 5 secondes de retard sur Vingegaard quand même. Ouais, et puis c'est lui qui semble le plus rapide des 3 au sprint. Oscar Onley, je pense pas qu'il pourra rivaliser sur un sprint massif. D'ailleurs, il n'a même pas essayé de faire la bonif. Il sait que voilà, là, je pense que la 3e place, ça lui convient. Il n'a pas essayé de se mêler à la bagarre pour récupérer des secondes. Donc si, bien sûr, on n'a pas fait les scénarios, mais je crois pas, mais si Mohoric s'impose et si Vingegaard ne fait pas 2e, ce qui est peu probable à vrai dire, mais si Vingegaard est au-delà de la 2e place, eh bien Mohoric, ici à l'image, remporte ou s'il fait 2e, le Tour de Croatie. Ou s'il fait 2e de l'étape, Mohoric, et que Vingegaard n'est pas dans les 3 premiers, Mohoric s'impose aussi. Exactement. Il prendra 6 secondes de bonif. En revanche, s'il fait 3e, ça ne suffira pas. Voilà. De toute façon, pour détrôner pour Mohoric, la situation est claire. Il doit faire soit 1er, soit 2e pour espérer quelque chose. Après, à voir ce que fera Vingegaard à l'arrivée, à voir s'il arrivera à prendre des bonifications ou pas. C'est fort peu probable parce qu'il reste des sprinteurs. Alors évidemment, si ça ne se termine pas au sprint comme l'année dernière, il y a peut-être quelque chose à tenter pour Vingegaard. Mais on n'en est pas là. Il reste 20 km de course. On tourne une dernière page de publicité et on retrouve juste ensuite Kevin Reza et Christophe Riblon. Retour sur la dernière étape de ce Tour de Croatie avec toujours cette échappée qui résiste, échappée de 5 coureurs avec Catafort qui pour l'instant roule en tête, avec le coureur de l'équipe Trek Jacopo Mosca qui va le relayer, juste derrière lui Danny van der Tuck. On a également dans cette échappée le néerlandais Timo Rosen de l'équipe Jumbo-Visma, l'équipe du leader de la course Jonas Vingegaard, et puis Alex Martin, donc le dernier coureur de cette échappée, lui appartient à l'équipe Eolo Cometa, mais vous l'avez vu, l'écart n'est vraiment plus important parce que derrière, on voit que l'équipe Ineos Grenadiers a mis en route cette formation britannique qui n'a pas de coureur placé au classement général, en tout cas dans les toutes premières positions. Ils ne sont pas en lice pour la victoire. Le mieux placé, c'est Brandon Rivera, jeune Colombien, pointé en 6e position à 30 secondes de Jonas Vingegaard. Pourtant, on l'a vu régulièrement, l'équipe Ineos Grenadiers cherche à aller chercher une victoire d'étape. Très certainement aujourd'hui, elle va rouler pour Elia Viviani. On rappelle quand même Cédric Pinault, il arrive demain. Christophe Riblon, on rappelle quand même qu'il y a une côte sur ce parcours qui va peut-être désorganiser un petit peu la bonne marche du peloton. Effectivement, ouais. Après le passage ligne, là on devrait passer. D'ailleurs, on y est là sur le circuit final. Après le passage ligne, on aura une bosse qui va faire 600 mètres à presque 7% de moyenne. Mais voilà, on le voit, on est quand même sur des routes relativement larges, sur des belles routes en ville.
Voilà, on sera au sommet de la dernière ascension. Nous serons à 5 km de l'arrivée. C'est une côte de 3e catégorie, mais le maillot d'Alexis Guérin est bien solidement accroché à ses épaules et il ne sera pas mis en danger. On l'aperçoit d'ailleurs, hein, Alexis se Guérin, repositionne avec son maillot vert. Lui qui connaît bien le circuit, qui était dans le top 10 l'année dernière. Et qui nous a dit tout à l'heure qu'il avait certainement des ambitions sur ce circuit. En tout cas, qu'il y avait peut-être des choses à faire hein, pour essayer de sortir dans la dernière ascension. En tout cas, créer du mouvement. Oula, par contre, j'ai dit que les routes étaient larges. Là, on a oublié d'enlever les voitures et les petits et les zones de travaux. Ah, le peloton qui est déjà derrière, plus que 10 secondes. Ah ouais, non, là, la route est vraiment très étroite hein, au début de cette rue. Jonas Vingegaard, il est là, il est en bas, hein, avec son maillot rouge là. L'équipe Ineos qui a pris la tête, hein, comme elle le fait souvent dans les moments clés de la course. Alors certes, l'équipe Ineos était un ton en dessous hein, sur cette Croix-Race par rapport à l'adversité. Et voici le premier passage sur la ligne des hommes de tête et juste derrière le peloton, Jacopo Mosca en tête de l'échappée. Les Ineos Grenadiers en tête du peloton. Voilà, on passe sur la ligne et c'est parti pour 2 tours de circuit. 2 tours de combien, 4 km 600 le circuit? Non, 5 km. Non, plus. 6 km. 6 km. 6 km, ouais. De circuit donc, et ça va sûrement rouler très vite. Je vous rappelle que après nous aurons l'occasion de débriefer, et puis à 17h05 le grand rendez-vous hein, le grand rendez-vous de cet après-midi, c'est en direct, match préparatif pour l'Euro 2022 de handball, un deuxième match test entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas à Metz mais à Nancy cet après-midi, et le coup d'envoi donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est 17h05. Et auparavant, il y aura du triathlon également à suivre en compagnie de l'ami Fred Brindel. Allez, 11 km 600 encore à couvrir. Et ça roule toujours très vite. On les a repris les hommes de tête ou pas encore? Ah, peut-être qu'ils ont été repris. J'étais en train de faire la promo. J'ai pas fait attention. Je crois pas. Hein. Non, attention à ces rails de tramway. Bien joué. Le circuit là, il est quand même il est technique. Non, voilà, les hommes de tête sont là. Ils sont dans la bosse. Petit pavé de ville hein, pour Jacopo Mosca l'ascension. Jacopo Mosca qui tente de distancer ses compagnons d'échappée. On voit Danny Van Der Tuck qui est parti à sa poursuite. Mosca qui est un solide hein, quand même. Timo Rosen aussi là qui est en train de faire la jonction. Van Der Tuck qui tente de suivre. Oui, Van Der Tuck, il était le plus prompt à réagir, mais il a du mal à boucher cet écart, alors que Timo Rosen semble y parvenir. Ah, c'est pas une petite difficulté, hein. ça peut faire la différence et ça peut créer des cassures. Ah oui, quand même. Et le peloton derrière. Une fois sur le papier, ça paraissait plus facile que ça. Ouais. Et puis surtout, on n'avait pas l'info qu'il y avait des petits pavés. C'est attention que les coureurs vont escalader 2 fois. Hein. Ils repasseront là, il restera 5 km à peine pour aller jusqu'à l'arrivée. Même 3 fois? Non, on est passé sur la ligne là, il reste 2 tours maintenant. D'accord. Allez, on cherche justement un passage ici à l'écart des pavés. C'est ce que faisait sur le trottoir, Timo Rosen, mais on a un petit souci de transmission. On va retrouver les images, je l'espère, très rapidement, puisque l'on entre maintenant dans les 10 derniers kilomètres de course. Wow. Mosca est toujours en tête, ce coureur italien de l'équipe Trek Segafredo. Et Alexis Guérin qui est sorti. Alexis Guérin qui, comme il nous l'avait annoncé hein, en interview d'avant-course, il tente sa chance sur le circuit. Alors Alexis Guérin est donc le premier coureur du peloton à réintégrer tous les échappés et à se lancer dans cette tentative en solitaire. Ah oui, la route est un peu endommagée, pas simple. Ici, Jonas Vingegaard, toujours dans la roue de Matej Mohoric. Caruso est en train de remonter, coéquipier de Mohoric. Voilà, et on a surtout la formation Ineos Grenadiers qui vient de reprendre hein, à l'instant Timo Rosen et Jacopo Mosca. On a donc Alexis Guérin et juste derrière l'avant-garde du peloton emmené par l'équipe britannique. Allez, le sommet de la côte.
On le voit, hein, le parcours extrêmement technique. Hein. En plus, cette ascension qui est quand même plus difficile que ce qu'on l'imaginait sur du pavé. Bon, ça veut dire que au prochain tour, on aura peut-être une belle explication dans cette côte maintenant que l'échappée principale a été reprise. Et on a vu, hein, Alexis Guérin ne creuse pas sensiblement les écarts pour l'instant. Oscar Onley, que vous voyez ici à l'image avec son maillot blanc, aux côtés de Ty Jones de l'équipe Israël, Première Tech, le coureur le plus rapide probablement de cette équipe, avec Patrick Bevin. Et on revoit là le passage au sommet. Oui, classement au sommet, c'est bizarre, je n'avais pas vu moi le sommet, bon, je pensais que c'était Alexis Guérin qui était en tête à ce moment-là. Apparemment, il n'était pas encore, ou on n'a pas mis la banderole plus exactement tout en haut, on l'a mis avant le sommet. Il y a des faux plats ensuite. Alexis Guérin toujours en tête. Hein. Qui a fait le trou, après peut-être son attaque était un peu tôt sur le circuit. En tout cas, bel effort hein, quand même. Belle santé hein, sur ce Tour de Croatie d'Alexis Guérin. On l'a vu plusieurs fois attaquer. Il va finir ce Tour de Croatie avec le maillot du Grand Prix de la Montagne. Qui faisait partie du groupe de tête hier, durant pas mal de kilomètres avant de céder sa place dans le groupe. Alexis Guérin, c'est un coureur qui court donc maintenant et depuis quelques années chez Vorarlberg. Un coureur que l'on avait vu hein, en France au sein de l'équipe d'Elco Marseille. On sait que cette équipe a disparu. Lui poursuit sa carrière en Autriche, où il semble, ma foi, assez bien. C'est un coureur âgé de 30 ans, originaire de la Gironde. Et qui a eu l'occasion déjà de remporter une étape l'année dernière, une course par étape, une course de classe 2, le Tour de Haute-Autriche. Et puis on l'a vu gagner aussi sur la Maurienne classique, 2 étapes. Le dernier succès date de l'année dernière. Oh là là, là c'est encore technique. Hein. Là on est tout proche de l'arrivée. On passe encore dans un centre-ville hein, avec à moitié encore des pavés de ville. Oui, on a l'impression d'être sur un centre piétonnier là. Allez, on revient sur l'homme de tête. Et on est à la flamme rouge. Hein. La flamme rouge, évidemment, ce sera le cas tout à l'heure pour le dernier kilomètre, lorsque l'on bouclera le dernier tour. Le dernier kilomètre qui est lui, qui est sur une belle route assez large. On arrivera au dernier virage à 600 mètres de la ligne. Ouais, c'est là, le dernier virage à droite. Maintenant c'est tout droit hein, jusqu'à l'arrivée. Oui, bah j'ai bien peur qu'Alexis Guérin il fasse un tour et qu'il soit repris sur la ligne dans quelques instants, hein, parce qu'il n'a pas réussi, enfin on ne lui a pas laissé surtout prendre plus d'avance. Ouais, et puis il est parti seul, hein. Malheureusement personne ne l'a accompagné. Derrière on voit qu'on est encore très bien organisé, personne ne s'est encore dévoilé. C'est Geraint Thomas, l'ancien vainqueur du Tour, hein, qui roule en tête du peloton. Et dans la file des coureurs d'Ineos, vous apercevez en dernière position, avant-dernière position, je crois, Elia Viviani. Allez, Alexis Guérin, effectivement repris sur la ligne d'arrivée. On entend la cloche. Dernier tour, il reste 6 km de course dans ce Tour de Croatie. Allez, l'équipe Ineos qui a en gros près Alexis Guérin. C'est Kwiatkowski maintenant qui est en train d'emmener. On se relaye à 2 avec Geraint Thomas pour l'équipe Ineos. Alors, il est évident qu'on va chercher à isoler Elia Viviani, enfin à le mettre en difficulté plutôt sur la prochaine difficulté. À savoir si on emmène Viviani. Hein. Ça pourrait être Hajduk.
qui pour l'instant a montré quand même de plus belles, une meilleure condition physique que Viviani. Oui, mais intrinsèquement, vu son palmarès sur un sprint comme ça, haute large sur le plein, je vois pas pourquoi on n'emmènerait pas le sprint pour lui. En tout cas, je me souviens qu'à l'issue de la première étape, Hajduk avait dit que c'était pas le plan initial. Il s'était retrouvé à faire le sprint alors qu'il était censé travailler pour Elia Viviani. Cyril Gauthier qui remonte Axel Laurence. Encore un beau boulot de Cyril Gauthier depuis quelques jours. Voilà, ils font le slalom entre les piétons. En tout cas, si on regarde, c'est Brandon Rivera en dernière position de l'équipe Ineos. Oh là, comme c'est dangereux les rails là. Allez, on y est. Oh, il y a encore un truc au milieu de la route. On y est maintenant au pied de cette ascension avec les pavés. Milan qui est bien positionné aussi, juste derrière l'équipe Ineos. Milan qui remonte là sur la gauche avec son maillot bleu. On a Vingegaard qui est aussi bien placé. On monte sur le trottoir. En plus, il y a des petits plots là sur le bord de la route. C'est extrêmement dangereux là, le final. Allez, c'est parti. Milan qui emmène devant Caruso. Et regardez. Par contre, où est Mohoric je le vois pas. Je vois pas de Mohoric dans les 10 premiers de ce peloton. On a Vingegaard au centre de l'écran. Ils nous font peur, ces petits plots là, mais heureusement ça s'est bien passé parce que tout le monde cherche la bande la plus roulante et vous voyez ici Vingegaard juste devant lui. Toujours pas trace de Mohoric, je sais pas où est Viviani Mohoric. Est à sa droite de Vingegaard. Donc Viviani pour l'instant il est là. Et là c'est Hajduk qui vient maintenant en tête. Hajduk, Omar Fraile pour l'équipe Ineos. Mohoric on l'aperçoit, ça y est, derrière Oscar Only. Il va peut-être faire la descente. Allez, attention, on quitte les pavés. Virage à gauche. Hajduk, Fraile. Et regardez qui va attaquer maintenant. Caruso. C'est Caruso. Je ne sais pas si c'est une attaque ou en tout cas c'est pour continuer à imprimer un gros tempo. Éviter que ça rentre de derrière. Continuer à étirer ce peloton. Mohoric qui est bien placé là avec Jonathan Milan dans sa roue. Only après. Par contre Vingegaard est un petit peu plus loin. Il est 4-5 places derrière Mohoric. Allez devant. Regardez Mohoric je pense qu'il veut faire passer. Il veut que Milan passe devant. Voilà. Pour lui emmener le sprint. Viviani est là pour l'équipe Ineos. Et voilà, on retrouve les 3 premiers du général. La roue dans roue. Et toujours Caruso en première position. On ne l'a pas signalé, mais vous l'aviez peut-être vu. Pierre Barbier a abandonné dans l'étape d'hier. Ça fait un sprinter de moins présent dans ce final. Et Victor Koretsky a abandonné en cours de route aujourd'hui. Donc chez BNB Hotel, autour de Axel Laurence, il n'y a que 3 équipiers. Pierre Rolland, Cyril Gauthier et Maxime Chevalier. Il est là, Axel Laurence, le coureur de l'équipe BNB, là en bas à droite. Allez, on va retrouver 3 équipiers pour Elia Viviani là dans le final. 4 équipiers même. Et là on cherche à maintenir un rythme très élevé dans cette descente à 3 km de l'arrivée. Mohoric et Axel Laurence. Il y a une cassure derrière. Au-delà de la 25e place. Et on va essayer de recoller évidemment dans cette descente. Mais là, à 3 km, si on n'est pas bien placé, je vois pas comment on peut remonter et jouer la victoire. Allez, Caruso pour l'instant, toujours encore lui. Devant Kwiatkowski. Kwiatkowski, Omar Fraile, Hajduk. C'est Rivera qui est en dernière position. Vous avez vu Viviani? Oui, il était juste devant Rivera. Mais c'est Rivera qui est en dernière position. Kenny Molly qui ferme la marche dans ce groupe. Bon, pour l'anecdote, on vous donne le dernier classement de la montagne, enfin la dernière difficulté franchie. Regardez. Mais Alexis Guérin reste bien sûr maillot vert à l'issue de cette étape. Regardez, Jonas Vingegaard doit se débrouiller tout seul. Il n'a plus d'équipier. Étonnant d'ailleurs.
On voyait Jonathan Milan qui se mettait complètement au service de Moritz, qui est venu le replacer dans la roue de l'équipe Ineos. Alors on a un coureur de l'équipe Trek, Segafredo, qui est là également. Est-ce que c'est Aberasturi ou Moschetti? Moschetti aussi, ouais, non, Mosca était devant, donc je pense que ce sera peut-être compliqué pour lui. Jonathan Milan, on peut pas le rater, hein, avec sa carcasse et son maillot bleu. Ouais. Oh, attention, chute. Allez, je pense que c'est Axel Laurence qui est tombé. Aïe aïe aïe, Axel Laurence est tombé dans ce virage. Ouais, dans les 3 derniers kilomètres, donc tous ces coureurs-là vont être classés. Maintenant, où est Vingegaard? Il a été gêné par la chute. Ouais, on l'a pas. Il est plus là. Hein. Il est plus dans ce premier groupe. Encore une fois, on était dans les 3 derniers kilomètres, donc ça n'aura pas d'incidence sur le classement. Mais bien sûr, pour les bonifications, c'est un problème. Il ne pourra pas en inscrire. Il est là, Axel. Ah, il s'est fait mal. Axel Laurence, hein, qui, rappelons-le, lui aussi occupe une place au classement général. Il était 5e au départ de cette étape. Et là, c'est la bonne opportunité pour Moritz. Là, essayer de bénéficier de cette chute. Il a encore Jonathan Milan devant lui. On est à la flamme rouge. L'équipe Ineos qui emmène parfaitement le sprint. C'est Rivera qui est en dernière position. C'est pas Viviani. Il est là. Jonas Vingegaard. Est-ce qu'il va pouvoir se replacer? Il est trop loin. Il est trop loin. C'est trop loin maintenant. On est à 600 mètres de la ligne. Oui, c'est ça. Il ne pourra pas influer sur le scénario de cette étape. Allez, pour l'instant, attention, ça frotte entre Mohoric et Mosca, peut-être bien, ou non. Alors, on n'a pas identifié encore ce coureur de l'équipe Trek. Jonathan Milan dans la roue des... Alors, Viviani, il est où? Il est en 3e position. En 3e position, parfaitement bien emmené. Rivera a un petit peu reculé. Milan s'est placé dans sa roue et on a Mohoric ensuite. Mohoric... Allez, c'est parti là, c'est Hajduk qui emmène pour Brendan Rivera. Avec non, c'est Viviani qui est dans la roue. Il y a Milan aussi. Milan qui se retourne, il a bien Mohoric dans sa roue. Attention, Mohoric va-t-il pouvoir prendre l'ascendant sur Viviani? Viviani qui se décale maintenant. Viviani devant Mohoric. Viviani qui va s'imposer. Mohoric qui fait 2. Victoire de Viviani et Mohoric qui fait 2. Et en prenant cette 2e place qui empoche la victoire finale dans le Tour de Croatie. Et bien voilà le retournement de situation que l'on osait espérer, à vrai dire. Enfin, on n'espère rien. Nous, on espère pour le spectacle et pas pour je dirais, la qualité du vainqueur. Mais Vingegaard, eh bien, malheureusement, n'a pas pu conserver ce maillot de leader à l'issue de cette dernière étape, gêné par la chute dont l'une des principales victimes est Axel Laurence, chute intervenue à un peu plus d'1 km 500. Quoi qu'il en soit, ça s'est réglé entre sprinteurs. Viviani s'est imposé. Et il y a Viviani de l'équipe Ineos qui avait beaucoup travaillé, et surtout Matej Mohoric. Il fait un petit peu le hold-up là sur cette dernière étape en allant, après avoir pris les indispensables secondes de bonification en tout début d'étape, conclure par cette 2e place et ces 6 secondes supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 3 secondes qu'il avait prises précédemment. Il va donc s'imposer pour 1 seconde, c'est bien ça au classement final. C'est ça. Pour 1 seconde, il remporte le Tour de Croatie. C'est assez remarquable. Vous avez peut-être en mémoire ses propos en début d'étape au micro de Charles-Antoine Morat. Mais justement, Charlie Fort-Boursereau, notre caméraman, est déjà à ses côtés. Vous voyez les images du vainqueur de ce 7e Tour de Croatie, Matej Mohoric, qui est tout sourire, alors que dans l'autre fenêtre à gauche, la déception se lit évidemment sur le visage de Jonas Vingegaard. Vous êtes prêts? Allez, on va pouvoir entendre Matej Mohoric. The perfect plan today. C'était le plan parfait aujourd'hui. Ça paraissait presque impossible sur le papier, reprendre 8 secondes. Mais tout s'est passé exactement comme vous pouvez l'espérer. On a d'abord contrôlé le plus longtemps possible le peloton en allant chercher, en préservant quand même les chances de disputer le premier sprint intermédiaire. Et puis après, il fallait de toute façon se concentrer sur le sprint, rouler sur les échappées et terminer dans les 2 premiers. Non, je crois que je peux vraiment féliciter tout le monde aujourd'hui.
D'autres réactions à venir au micro de Charles-Antoine Nora et de Charlie Fort-Boursereau. Nous, on va prendre le temps de débriefer, bien sûr, cette 6e et dernière étape de cette Crow Race. Kevin et Christophe vont me rejoindre en plateau. On attend de nouvelles réactions. Et un premier mot peut-être avec vous, Patrick. Alors, on avait prévu de parler bien sûr du retour réussi, on espérait, pour lui, pour Jonas Vingegaard. Ça ne s'est pas passé comme prévu avec cette chute que l'on est en train de revoir, qui le prive. C'est selon vous cette chute-là qui le prive essentiellement de cette victoire? Oui, alors c'est-à-dire qu'elle le gêne cette chute, elle ne le fait pas tomber. Il était le seul rescapé, on a bien vu sur le ralenti, hein, effectivement, Vingegaard qui est obligé complètement de se déporter. Et on va la revoir, hein, cette image, parce qu'elle est importante, la chute d'Axel Laurence. Qui intervient dans les 3 derniers kilomètres. Il y a la règle des 3 derniers kilomètres qui, de toute façon, permet de protéger les coureurs qui sont victimes d'une chute dans cette fin d'étape. Par conséquent, ça n'aura pas d'importance pour lui. Ça n'a pas d'importance. Il ne perd pas de temps. Le temps perdu dans cette chute ou dans cet écart. D'ailleurs, il a pu recoller à l'arrière de ce groupe. Mais en revanche, il n'a pas du tout été en capacité de disputer ses chances dans le sprint que se sont livrés les coureurs comme Elia Viviani ici qui s'impose devant Matej Mohoric. Il ne pouvait jouer aucun rôle. Bon, après, il faut relativiser. Vingegaard n'est pas un sprinter et dans ce lot assez relevé, eh bien, on peut imaginer qu'il n'aurait pas pu de toute façon priver de cette 2e place son principal adversaire Matej Mohoric. Kevin et Christophe m'ont rejoint en plateau pour débriefer cette 6e et dernière étape. On attend évidemment d'autres réactions et puis les podiums. Alors, vous n'avez pas eu la petite question de Claire Brécogne d'habitude sur les pronos avant cette étape? Vous auriez dit quoi? Que c'était fait pour Vingegaard ou que un scénario comme on vient d'avoir avec ce renversement de situation de Mohoric aurait été possible? Voilà, non, moi j'assume ce que j'ai dit hier. Je pense que le scénario aujourd'hui c'était pour Vingegaard. Après, ce qui a compliqué la chose, c'est la chute dans les derniers kilomètres. Voilà, on voit l'image Axel Laurence qui aurait pu se mêler au sprint. Voilà, ça fait un sprinter de moins. Et on a pu voir que Mohoric s'est vraiment bien accroché à la roue de Viviani. Mais malheureusement, que Vingegaard n'avait pas son destin en main. Ça vous a fait rire, Christophe? Vous en aviez parlé avant l'étape? Non, parce qu'hier, on a eu une petite discussion en après-course, justement avec Claire, pour savoir le scénario du jour. Et Kevin, c'était normal, assurer que Vingegaard avait la course gagnée. Moi, j'avais dit attention quand même aux bonifications. Il est qu'à 8 secondes et on connaît les qualités de Mohoric. Vous êtes en train de dire que vous êtes meilleur pronostiqueur que Kevin? Je ne dis pas que je suis meilleur. J'ai juste dit qu'hier, pour moi, le scénario n'était pas fini. Et tant que la ligne n'est pas franchie, voilà, il faut se méfier. Non, de toute façon, on le savait, avec les bonifications, c'était compliqué aujourd'hui de rivaliser pour Vingegaard. En plus de ça, il a été gêné par la chute. La chute a éliminé aussi d'autres sprinteurs, comme l'a dit Kevin. Donc, il y a eu plein d'éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, la course a tourné en faveur de l'équipe Bahreïn et en faveur de Mohoric. Il y avait rien à faire sur un scénario de course comme ça pour Vingegaard. Il y avait rien à faire aujourd'hui. À droite de votre écran, Axel Laurence, il est au micro de Charles-Antoine Nora et Charlie Fort-Boursereau. Axel, racontez-nous cette chute qui s'est déroulée dans les 3 derniers kilomètres. Vous êtes marqué? Ouais, on est tombé très très rapide, donc forcément ça fait du dégât. On était sur une grande ligne droite et Mohoric a voulu remonter. Et moi j'étais dans la roue d'Albanese, sauf que Mohoric il a mis un gros coup de coude à Albanese et du coup Albanese il se fait enfermer. Et moi je suis dans la roue, je peux absolument rien faire et je me fais balayer. Et donc après c'est comme ça, mais c'était avec un circuit comme ça, c'est sûr, c'était super dangereux. Et là, il y avait énormément de choses en jeu, donc forcément, il y avait de la nervosité et je le paye sur la fin. Merci Axel, bonne récupération. Ouais, merci. Les premiers mots d'Axel Laurence sur cette chute, donc on attend également une première réaction de Jonas Vingegaard au micro de Charles-Antoine et de Charlie. Un mot avec vous, Patrick, il y a quelques instants, donc vous me disiez que Vingegaard, quoi qu'il en soit, il aurait sans doute pas été en mesure de disputer ce sprint-là. Alors, qu'est-ce qu'on pense de sa rentrée, puisqu'on le rappelle, c'était sa première course depuis son Tour de France remporté? Alors, il aurait pu essayer de le disputer, il n'aurait pas pu, à mon avis, mais je parle sous le contrôle de mes consultants, être au niveau de Viviani ou de Mohoric que l'on voit ici dans la dernière ligne droite. En revanche, vous y faisiez allusion, Anne-Sophie, c'est un retour réussi. C'est un retour réussi, c'est très rare de voir déjà de toute façon un coureur gagner le Tour de France et ensuite se concentrer sur des objectifs, je dirais,
je dirais, mineur par rapport au Tour de France. C'est pas du tout manquer de respect à ce Tour national. La Crow Race, c'est le Tour de Croatie, c'est un Tour national, mais c'est vrai que ça n'avait pas la même importance. On le voit bien à travers le plateau qui s'alignait. Pour Vingegaard, néanmoins, c'était rassurant. Il n'avait pas couru, il n'avait pas disputé le Tour du Danemark, le Tour de son pays. Il n'avait pas disputé non plus les championnats du monde. On s'interrogeait, on se demandait dans quel état d'esprit il était, si la pression n'était pas trop forte, si sa soudaine popularité, même s'il avait fait deuxième du Tour l'année dernière, ne lui faisait pas en quelque sorte un peu peur. Et bien finalement, il n'en était rien. Il s'est entraîné, il a préparé cet objectif. On sait qu'il veut également participer au Tour de Lombardie. S'il n'a pas gagné aujourd'hui, en tout cas, il est fin prêt la semaine prochaine pour la dernière grande classique, le dernier monument de la saison. Il est fin prêt, mais il ne remporte donc pas cette Crow Race. Jonas Vingegaard, avec ce retournement de situation sur cette dernière étape, Matej Mohoric remporte ce Tour de Croatie. On suivra le podium du classement général dans quelques instants, mais on revient quand même sur cette dernière étape donc, et ses rebondissements et cette victoire de Viviani. Il l'avait dit, il voulait, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné, il voulait gagner, terminer sur cette note-là. C'est pas une surprise, du coup, pour lui aussi, c'est réussi. Non, c'est vraiment pas une surprise de sa part. Ça reste un très grand sprinter de taille mondiale. Après, c'est une saison un peu compliquée en demi-teinte pour lui. Il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs sur route. Voilà, c'est une course, une étape qui l'emporte de très belle manière. Mais on attend beaucoup plus de lui. Le très grand pronostiqueur que vous êtes, Christophe, aurait bientôt mis Viviani avant cette course. Pas du tout. D'ailleurs, Kevin a été bien meilleur que moi dans la semaine. Merci. Non, mais oui, de toute façon, on attendait Viviani, mais on l'attend cette année. Effectivement, ça n'a pas du tout été une année à la hauteur de ce qu'il a pu nous montrer par le passé. On pensait que son transfert de Cofidis chez Ineos allait lui faire le plus grand bien. Malheureusement, il n'y a pas eu la transformation espérée. Je crois que c'est sa deuxième victoire de l'année. Voilà, il est en manque de victoire, il est en manque de réussite, donc ça va lui faire du bien. Et c'est toujours intéressant de voir des coureurs qui finissent leur saison sur une bonne note comme ça. Ça leur permet de bien se projeter sur la saison d'après. Donc je ne sais pas si on va retrouver le grand Viviani d'il y a 2, 3 ou 4 ans, mais en tout cas, ça laisse présager de belles choses pour l'avenir. De belles choses, il y en a sur la chaîne L'Équipe tout au long de l'après-midi. Merci pour la transition, Christophe. Puisque après le cyclisme, vous le savez, gros programme sur notre antenne. Les finales de beach volley. On va aller à Roland-Garros dans quelques instants, évidemment. France Pierre, on nous y attend avec Amine Zaouia. Finale de ce Paris Beach Pro Tour. Et puis, juste après 17h05, un rendez-vous handball féminin. La France face à l'Allemagne. Deuxième match de préparation à l'Euro dans un mois. Et bien justement, France et Amine sont prêts sur le cours Philippe Chatrier. Vous y êtes toujours, France? Vous n'avez pas dormi là, rassurez-moi. Non, on n'a pas dormi là, mais on assiste à l'entrée des joueuses parce qu'il va y avoir les 4 finales, vous le savez, les petites finales, les hommes, les femmes. Je voulais juste vous montrer. On a les trophées qui sont là. Attention, or, argent, bronze. On saura tout à l'heure qui sera le grand gagnant. Puis venez, on va se rapprocher du terrain parce que, on le disait, c'est jour de finale. Alors je vais prendre mon petit râteau. Il faut préparer ce terrain pour qu'il soit prêt pour les finales. 15 000 spectateurs qui sont venus pendant ces 4 jours de compétition. C'est une vraie réussite. Il faut que le terrain soit propre, Anne-Sophie. À tout à l'heure. Bossez bien, France, on compte sur vous et on vous retrouve donc un petit peu avant 16h pour ces finales de beach volley, du handball aussi dans la foulée. Dans quelques instants, ce sera le triathlon et un rendez-vous cyclisme quand même à vous donner. C'est pas terminé. Demain, dernière course, une des dernières courses, le Tour du Munster, c'est ça? On m'a dit qu'il y aurait les meilleurs sprinteurs du monde et les meilleurs consultants, bien sûr, sur le plateau. Bah effectivement, ouais, on a une belle course demain. C'est la dernière sur la chaîne, donc il faut en profiter, il faudra être là. Très bien. Eh ben on sera là. Le rendez-vous est pris demain à 13h. Une des dernières, hein, on m'a dit, pas tout à fait. On sera là en tout cas demain à 13h pour ce Tour du Munster. Et donc nous, on se retrouve